Vous avez toujours rêvé d'être une petite souris et de vous glisser parmi les enquêteurs de police pour voir comment ils travaillent. Eh bien, voici un livre qui va peut-être vous permettre d'accéder à ce rêve. Un livre qui s'intitule Mourir la nuit, il est signé Anne-Cécile Huard. Anne-Cécile Huard qui a eu cette chance d'être une petite souris et de suivre au quotidien des enquêteurs bruxellois tout au long de deux de leurs enquêtes, deux meurtres qui n'ont rien à voir entre eux, mais qui ont eu lieu quasi simultanément la même nuit, d'où le titre Mourir la nuit. Alors c'est un livre qui nous en apprend beaucoup sur le travail de la police et de la justice aussi, mais c'est un livre qui se lit comme un polar car les deux affaires de meurtre sont intrigante. Bonjour Anne-Cécile Huard. On dit rêve, on dit chance, on dit roman polar, mais enfin c'est quand même quelque chose d'assez difficile, j'imagine, de finalement suivre deux enquêtes policières comme ça, deux enquêtes de meurtre. Oui, ce qui était le plus difficile, c'est surtout d'accéder au bureau de la police, aux enquêteurs. J'ai mis presque 2 ans pour avoir les autorisations, donc ça s'est pas fait tout de suite. Et puis j'ai eu l'autorisation de suivre un peu tout ce qui se passait pendant 6 mois, entre novembre 2013 et avril 2014. Et entre-temps, en attendant l'affaire que j'allais suivre, je ne savais pas laquelle. Au départ, je ne voulais en suivre qu'une seule. L'idée, c'était de gagner la confiance des policiers, des enquêteurs, parce qu'ils se méfient en général des journalistes, que je peux tout à fait comprendre. Et puis un matin, donc ce 3 février 2014, j'étais là à la réunion d'équipe à 8h30, et on a annoncé qu'il y avait un cadavre qui était retrouvé près de la place Rogier à l'entrée d'un parking d'un hôtel de luxe. Et donc je suis descendue avec l'équipe de garde. Et puis le lendemain, je suis revenue. J'ai passé toute la matinée là avec les enquêteurs, les légistes, sans accéder directement à la scène de crime pour évidemment ne pas la polluer. Et puis le lendemain, je suis revenue pour voir pour voir la suite. Et la commissaire Natacha Bartel m'a annoncé qu'il y avait eu un autre meurtre le même jour dans l'après-midi. Et j'ai décidé de suivre les deux. Pour quelle raison Parce que c'était pour pas devoir choisir, peut-être. Non, parce que en fait, une enquête, une affaire criminelle, c'est un peu une plongée dans un univers particulier, que ce soit une famille, que ce soit une communauté, que ce soit... c'est vraiment un univers en soi. Et la deuxième victime avait un profil totalement opposé à celui du SDF qui avait été retrouvé, à savoir c'était un monsieur issu de la haute bourgeoisie qui était retrouvé dans son appartement assez cossu à Uccle. Et alors en fait ces deux hommes que rien ne lie ont été se retrouvés le même jour dans la même salle d'autopsie et tous les deux assassinés de manière très très violente. Si vous intéressez de savoir peut-être c'était comment on traite deux affaires différentes comme ça, est-ce qu'on traite de la même manière le meurtre d'un SDF et d'une personnalité plus nantie? Oui, c'était ça. Et puis voir effectivement comment se déroule une instruction dans ces deux univers, vraiment que tout oppose. Et il se fait que on a assez rapidement identifié les suspects dans les deux affaires. Et oui, en fait, les procédés étaient exactement les mêmes Vous n'avez pas senti de différence Non, alors après j'étais là, mais je pense pas que ce soit... je pense qu'il y a beaucoup... vraiment, c'est les enquêteurs avec lesquels j'ai travaillé ont vraiment le souci de résoudre les affaires. Et quelle que soit l'affaire, je pense qu'il y a une fois qu'on est dedans, on a envie de savoir quelque part, on a envie de comprendre... Et donc moi j'ai pas perçu du tout de différence entre les deux, si ce n'est que pour la victime, donc le SDF, c'est un SDF d'origine polonaise. On n'a pas retrouvé ils sont pas allés en Pologne pour enquêter, donc il n'y avait pas de partie civile, il n'y avait pas de parents, il n'y avait pas de famille, voilà. Donc au procès d'assises, il y avait personne sur le banc de la partie civile, quoi. Ouais. Qu'est-ce que vous découvrez? Qu'on est loin des séries télévisées, c'est ça la première chose? Oui, tout à fait. C'est beaucoup plus. Il y avait une commissaire qui me disait, la crime, c'est pas les experts, c'est Maigret, quoi. C'est très lent. Donc il y a un rythme qui s'installe. On prend le temps de faire des analyses, donc tout prend du temps, en fait, vraiment.
donc entre alors que les suspects ont été assez vite identifiés et même les arrêtés, il a fallu quand même plusieurs années avant le procès d'assises, parce qu'après il y a toutes ce qu'on appelle les devoirs d'enquête, et puis les enquêtes de moralité où on essaie de comprendre qui sont les auteurs ou l'auteur, mais aussi qui était la victime. Donc pour comprendre comment on en est arrivé là, quoi. C'est tout un travail de fourmi que vous expliquez. Vous expliquez aussi l'importance qu'il y ait plusieurs enquêteurs, parce que chacun a sa sensibilité, la manière de voir les choses. Donc le travail d'équipe est très important. Voilà, exactement. Il y a des enquêteurs qui sont peut-être plus empathiques, plus humains, et qui vont plutôt réaliser les auditions. En tandem avec souvent un collègue. Il y en a qui sont peut-être plus techniques, plus procéduriers, qui vont peut-être plutôt réaliser les enquêtes de téléphonie ou les caméras de surveillance, analyser les caméras de surveillance. Il y en a d'autres qui sont plus dans l'action, qui ont peut-être plus, comme il y en a un qui est allé, on avait repéré un suspect dans le tram, mais il a foncé au dispatching de la STIB, on a arrêté le tram. Voilà, effectivement, il y a tous les profils qui comptent, et puis le rôle du chef d'équipe qui est très important pour essayer de tirer justement le meilleur de chaque équipier pour arriver à la vérité, quoi. Ça veut dire que vous êtes là tout le temps? Au début, oui. En tout cas. Au début, oui. Jusqu'à ce qu'on a pendant 2-3 mois, je suis là très souvent. Et puis une fois que les suspects ont été arrêtés, ça s'est espacé. Voilà, j'étais là pour certaines auditions, pour des reconstitutions, pour suivre les différents devoirs d'enquête, voilà. Et en parallèle, moi, j'ai rencontré aussi d'autres intervenants que les policiers ou les juges, savoir les proches dans le cas d'une des victimes. Ouais. La sœur du monsieur Ahulk, qui était très fusionnelle avec son frère, donc qui était dévastée par sa mort, et qui a accepté que je sois là. Il a fallu se faire accepter. Voilà, elle a accepté que je sois là, de me raconter qui était son frère, et voilà, c'était vraiment très très touchant et très intéressant en fait. Et sans elle, le livre n'aurait pas été le même non plus. Donc, Est-ce que l'idée de départ, Anne-Cécile Huard, c'était de faire un livre ou peut-être plutôt un article long dans un magazine? Non, c'était vraiment un livre. J'avais déjà fait un article un peu ambiance sur la crime qui était paru dans Moustique. Et justement, au bout de cette expérience, je me dis, mais il manque quelque chose, quoi. C'est même, je pense, le chef de la crime, Jean-Michel Lemoine, qui m'a dit, on attend la suite. Et je l'ai pris au mot, et dans l'idée de suivre vraiment toute une instruction du début à la fin, quoi. Je voulais vraiment ressentir comme eux ce que ça fait de vivre au quotidien une affaire avec chaque fois un peu l'inconnu. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va y arriver? Quel a été le retour de leur part, de la part de la crime, quand je pense qu'ils sont... Là, finalement, ça a été difficile au début. Alors moi, je me suis accrochée à ceux qui me faisaient confiance. Et au fur et à mesure, je pense que ça s'est bien passé. Et ils ont aussi besoin de reconnaissance, en fait. Parce qu'il y a à la fois une méfiance envers les journalistes, parce qu'il y a parfois certains articles qui peuvent briser leur enquête, et donc ça je comprends, et parfois de l'incompréhension, du mépris des deux côtés en fait, tant du grand public que des journalistes envers la police et inversement. Et donc, je pense qu'il y a aussi un grand besoin de reconnaissance. Ils sont contents, je pense, quand on dit qu'ils ont bien fait leur boulot, voilà, parce que c'est aussi le cas. Parfois, ça ne va pas, mais comme dans tous les métiers, il y a des bons et des mauvais. Et ici, en l'occurrence, c'était vraiment un très beau travail de la part de tout le monde et de tous les protagonistes, je pense. Le manque de moyens dont on parle souvent, vous l'avez constaté ? Oui. Enfin, il y avait des logiciels qui étaient pas adaptés pour la lecture de vidéos au début. Le manque d'effectifs, ça oui, parce que si on veut faire vraiment des enquêtes de manière approfondie, méticuleuse, ça prend du temps. Il suffit que quelqu'un soit absent, ça complique les choses. Il y a une scène un peu sidérante que vous racontez, parce que vous avez suivi l'affaire jusqu'au procès, et au cours du procès, il faut aller chercher une pièce à conviction dans les sous-sols du palais de justice, qui sont dans un état pas possible. Oui, voilà, c'est ça. Il y a des champignons en fait dans les sous-sols du palais de justice, et donc il y a un juré
qui a demandé une pièce à conviction, à savoir le peignoir de GFT, donc la victime qui était retrouvée dans son appartement à Uccle. Et la juge a demandé à un expert d'aller chercher, puis il a dit non, j'y vais pas, c'est trop dangereux, quoi, parce qu'il y a vraiment des émanations toxiques. Et donc il est allé avec sa combinaison étanche et son masque à gaz. On croit à une plaisanterie, mais ça n'en est pas une. Non, mais je pense que c'est tout ce qui est un peu lié à l'État fédéral maintenant est désinvesti, et malheureusement la justice et la police aussi, quoi. Ouais. Le livre s'appelle Mourir la nuit. Il est signé Anne-Cécile Huard. Il est paru aux éditions On Lit. Et c'est pas un roman, hein, mais ça se lit un peu quand même comme un roman. Hein. On est vraiment pris par ces histoires et par la manière dont vous les racontez. Merci d'être venu. Beaucoup.